Bonjour à tous. On appelle littérature maritime tous les ouvrages ayant un rapport avec la mer ou l'océan. En France, nous pouvons trouver sur le site de la Marine nationale une page réservée aux écrivains de marine. Un cercle un peu fermé, puisque l'on compte seulement 20 écrivains. Bien entendu, c'est un titre honorifique, mais néanmoins très sérieux, puisque les membres de cette association s'engagent à collectivement servir la marine, favoriser la propagation et la préservation de la culture et de l'héritage de la mer, et plus généralement, la promotion de la dimension maritime de la France. En outre, ces marins d'ancre ont la possibilité d'embarquer sur des navires de marine nationale et sont autorisés à porter l'uniforme. Nous y voyons là la reconnaissance d'un thème dédié aux aventures maritimes. La France est un pays fait de côtes, autant que de montagnes, puisque nous comptons 19 200 km de côtes. Il y a là de quoi inspirer les plus imaginatifs, en effet. Je ne sais pas si je dois encore vous parler de Jules Verne et de son Nautilus, ou encore de Robert Surcouf ou Herman Melville. Le premier d'entre tous est bien entendu Homère et ses deux épopées, l'Iliade et l'Odyssée, et plus particulièrement l'Odyssée, qui est le chant du retour. Le retour d'Ulysse et de ses compagnons, après la guerre de Troie, fait de cette œuvre un véritable roman maritime. Ulysse traverse de nombreuses épreuves durant 10 ans, avant de pouvoir rentrer chez lui. Il résiste aux breuvages des lotophages. Il combat le cyclope, ce monstre qui ne voit le monde que d'un seul œil. Il entend le chant des sirènes, mais n'y succombe pas. Il s'égare à Calypso, il confond Circé. Il traverse vents et tempêtes pour finir par revenir vers Pénélope qui n'a cessé de l'attendre. On trouve chez Homère la description de cet incroyable voyage, tant intérieur qu'extérieur, pour Ulysse et ses compagnons. Comment ne pas reprendre cette phrase de Priam sur les remparts de Troie qui énonce « Tout ce qui se dévoile est beau ». L'immensité de la mer est un dévoilement et donc un appel à la création. On imagine les temples grecs dont les statues callipyges ornent les allées tandis que les marins au loin livrent des batailles philosophiques sous l'œil de la Haide qui les chante. Pourquoi la mer attire-t-elle autant les écrivains ? Sans doute parce qu'elle représente une part d'inconnu, celle qui effraie autant qu'elle attire. Combien de monstres marins ont peuplé les pages de romans maritimes ? Combien de sirènes ont chanté des chants mélodieux aux oreilles d'auteurs imaginatifs ? Combien de tempêtes ? Combien d'îles à explorer ou sur lesquelles se reposer ? Nous devrions également parler de pirates, ces nations flottantes, volatiles, mercenaires des mers que l'on appelle les pirates, symbolisés par le Jolly Roger, un drapeau reconnaissable entre tous. Les pirates connaissent leur âge d'or à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, et nourrissent les fantasmes d'écrivains en mal d'aventure. D'Emmanuel Wine à Edward Teach, le fameux Barbe Noire, en passant par l'inénarrable Jack Rachman, Anne Bonny et Mary Read, les deux plus fameuses femmes pirates. Ils ont tous à la fois inspiré des récits posthumes rocambolesques et arboré leur Jolly Roger. Ainsi, dans le courant du XIXe siècle, l'image du capitaine pirate étincelant et de son fameux drapeau se lie pour construire un seul et même ensemble mémoriel. La piraterie devient un imaginaire populaire et partagé. Le succès du roman d'aventure L'île au trésor de Robert Louis Stevenson dans les années 1880 finit de fixer un contexte où se mêlent récits véritables et fiction fantasmée, qui permettront des années plus tard de voir naître des personnages tels que le fantasque Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes. Et puis, il y a cette marine marchande qui n'en finit pas d'inspirer nos écrivains.
Les comptoirs sentent le poivre et la cannelle. Les bateaux chargés d'épices portent dans leur sillage les espoirs de jours meilleurs, autour desquels se construisent et s'éteignent des générations entières. Bernard Simiot en livre un bel exemple avec sa trilogie « Ces messieurs de Saint-Malo », où l'on voit à travers une fresque sociale et historique l'avènement de l'âge d'or des échanges commerciaux. Nous nous retrouvons à Saint-Malo. Colbert, fidèle ministre de Louis XIV, vient de fonder la Compagnie des Indes. Mathieu Carbec, commerçant de cette ville portuaire, va se laisser convaincre d'acheter quelques actions dans la dite compagnie. C'est un beau roman historique que nous livre Bernard Simiot. On découvre l'essor d'une ville, Saint-Malo, mais aussi celui de la petite bourgeoisie qui va tout faire pour s'enrichir et acquérir ses lettres de noblesse. C'est à travers quelques personnages, dont ceux de la famille Carbec, que nous allons assister à de belles pages d'histoire. Ici, que l'on s'embarque pour Terre-Neuve, pour la pêche à la morue, ou vers les Indes, l'aventure et le danger sont au rendez-vous. Les négociants malouins savent qu'il faut prendre des risques et n'hésitent pas à armer un navire qui peut être taillé pour la course, le commerce d'épices ou d'autres objectifs un peu moins avouables. Petit port de pêche aux maisons de bois, Saint-Malo deviendra en quelques décennies une cité de pierre aux façades orgueilleuses. Lorsque la Compagnie des Indes connaîtra de graves difficultés financières, le roi lui-même décidera que pour la renflouer, il convient de faire appel à ces messieurs de Saint-Malo. C'est avec beaucoup d'authenticité que l'auteur nous restitue cette période de l'histoire. Je vous encourage à vous pencher sur cette œuvre magnifique, qui est extrêmement bien documentée et joliment écrite. La mer, comme champ des possibles. Partir sans se retourner, en ne sachant pas vraiment si l'on reviendra. Partir, découvrir et se confronter à l'inconnu. L'appel du lointain se fait toujours plus fort au bord de la mer. Cet appel qui fait dire à Marius, dans le célèbre roman de Marcel Pagnol, « C'était un trois-mâts franc qui apportait du bois des Antilles, du bois noir dehors et doré dedans, qui sentait le camphre et le poivre. Il arrivait d'un archipel qui s'appelait les îles sous le vent. J'ai bavardé avec les hommes d'équipage quand ils venaient s'asseoir ici. Ils m'ont parlé de leur pays, ils m'ont fait boire un rhum de là-bas, un rhum qui est très, très doux et très poivré. Et puis un soir, elles sont parties. Je suis allé sur la jetée, j'ai regardé le bateau 3 mois qui s'en allait. Il est parti contre le soleil. Il est allé aux îles sous le vent. Et c'est ce jour-là que ça m'a pris. Les îles sous le vent, j'aimerais mieux ne jamais y aller pour qu'elles restent comme je les ai faites. Mais j'ai envie d'ailleurs. Voilà ce qu'il faut dire. C'est une chose bête, une idée qui ne s'explique pas. J'ai envie d'ailleurs. Partir, tout en sachant que l'on peut aussi tranquillement revenir au port. Poser l'ancre. Il faut un port d'attache pour ne pas se perdre dans l'horizon. Les techniques de marine nous offrent un phare vers lequel on revient toujours. Explorer des terres inconnues, brandir le fanal d'une liberté absolue, avoir un espace bien à soi et revenir riche de ses découvertes, de ses rencontres. Partir, c'est faire un pas vers soi. Douglas Riemann, sous le pseudonyme d'Alexander Kent, a publié 29 romans de sa série Bolito. Ces récits se concentrent sur les carrières militaires de Richard et Adam Bolito dans la Royal Navy, de l'époque de la Révolution américaine à l'époque napoléonienne. Parmi ses collègues officiers, Bolito était connu pour son ingéniosité tactique, son audace et son mépris à la fois des conventions et de l'opportunité politique. Il a atteint un rang élevé malgré l'opposition d'hommes moins compétents en raison de sa capacité à remporter des victoires cruciales contre des chances apparemment impossibles. Le rôle d'Adam, le neveu de Richard, dans la série
augmente régulièrement à mesure que Richard vieillit et atteint un rang élevé. Après la mort de Richard, Adam devient le personnage principal de ce récit. Cette longue saga a la particularité d'avoir 2 numérotations, selon qu'on la lise dans l'ordre de parution ou par ordre chronologique. Douglas Riemann a su restituer l'ambiance et la vie à bord de ces énormes vaisseaux, entre promiscuité et rapports hiérarchisés, on s'y croirait presque. La propre carrière de Riemann dans la Royal Navy et son intérêt de longue date pour la voile informent ses romans sur la navigation. Il a servi activement dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, servant dans les campagnes de la mer du Nord, de l'Antarctique, de l'Atlantique, de la Méditerranée. Commençant comme aspirant de marine sur destroyer, il a ensuite été transféré sur des vedettes lance-torpilles, où il a été mentionné à 2 reprises dans des dépêches. La mer, comme champ de bataille, où les officiers du haut de leur PC, jumelles en main, commandent au devenir des hommes. Bien sûr, je pourrais également parler d'Hemingway et de son Vieil homme et la mer, de Victor Hugo et les travailleurs de la mer, ou encore de Pierre Loti et son pêcheur d'Islande. Autant d'écrits qui mettent en relief ce lien particulier qu'entretiennent les hommes et la mer. La mer a toujours beaucoup inspiré les écrivains. D'abord parce qu'elle symbolise autant le calme que le chaos, mais également l'exotisme, le mystère, l'inconnu, l'exploration et l'aventure. C'est un matériau inépuisable d'inspiration qui fait appel à nos 5 sens. L'odorat, avec ses odeurs d'embrun si particuliers, le toucher, avec ses taux qui filent entre nos doigts, l'ouïe et le bruit incessant des vagues, la vue qui se perd dans l'immensité et le goût d'un vent salé qui fouette les visages les plus burinés. Kate Chopin, dans l'Éveil, écrit cette phrase. La voix de la mer parle à l'âme, le contact de la mer est sensuel et enlace le corps dans une douce et secrète étreinte. Nous le voyons, la mer fait appel à notre sensibilité. Tous nos sens sont tendus à son contact. Il en ressort une incroyable sensualité qui nous demande de l'abandon. Les barrières se lèvent, nos remparts se brisent pour laisser vivre nos aspirations les plus profondes. Lorsque l'on est au quai, on se croit veule, couard, lâche, et l'on se juge à l'aune de ses velléités. On se pense parfois égoïste, suffisant, et l'on regarde le courage des marins avec envie. Pourtant, il suffirait de mettre un pied à bord pour se sentir pousser des ailes. Le marin a d'abord été un moussaillon qui a soif d'expédition, mais sa peur le paralyse. Il apprend au fur et à mesure des années à se confronter à l'essentiel, lui-même. Les marins ne craignent pas l'horizon qui les appelle, et les écrivains de marine savent saisir la petite flamme à travers le miroir de l'eau. Lorsque le marin se penche par-dessus le bastingage, c'est son reflet déformé qu'il voit, tandis qu'au fond de l'eau, caché dans les ondes, en le regardant par-dessous, on le voit tel qu'il est. La mer est un miroir, et il n'y a pas de reflet dans le miroir sans petite flamme. Sans cette passion qu'elle suscite en nous, ce bouleversement de l'âme que pourtant nous savons si bien étouffer. Une incroyable poésie entoure ce monde maritime, parce que tout y est possible, le meilleur comme le pire. Mais pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen, se jeter à l'eau. L'œil collé contre son sextant, le marin scrute le ciel. Il cherche son point d'équilibre et trouve son inaccessible étoile. Mais plus il s'en approche, plus elle se dérobe. C'est pourquoi son voyage ne finit jamais. Partez à la découverte de ces auteurs qui nous invitent au voyage et à l'évasion. Je vous souhaite bon vent sur des lignes de ciel et d'encre. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir,
Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteur éternel, ô frère implacable. Charles Baudelaire. À très bientôt.